Vous la parole. Bonjour. Je commence par m'excuser parce que je déteste les gens qui arrivent à un colloque pour leurs prestations puis qui s'en vont après. Mais ma mère disait dans mon enfance que j'avais l'esprit de contradiction. C'est la semaine de relâche à l'université et c'est la seule semaine de l'année où je travaille à temps plein. Finalement, si je voulais résumer mon CV et mes publications, je dirais il y a 3 mots-clés. L'incertitude, l'ambiguïté et l'inachèvement. Bon, alors, voilà, je pense que quand on est en intervention professionnelle, on est toujours aux prises avec cela, avec l'incertitude, malgré laquelle il faut agir, avec l'ambiguïté de toutes nos actions, qui ont des effets pervers également, et avec l'inachèvement, parce que l'autre devra continuer seul et il n'y a jamais d'œuvre achevée. Ayant dit cela, je vais vous dire que les propos que je vais tenir aujourd'hui, l'espèce d'hypothèse explicative, viennent chez moi d'une histoire très ancienne, c'est-à-dire qu'en 1947, il y avait un film qui a fait fureur, qui a récolté, je pense, 6 millions d'entrées ou quelque chose comme ça en France, et qui s'appelait Monsieur Vincent. Et j'ai oublié le film, sauf le visage de Pierre Freinet, qui était dans tous les films de l'époque, tous les grands films français. Mais il y a une phrase qui m'a agacé pendant des années, c'est que Pierre Freinet, donc Vincent-Paul, Saint-Vincent-Paul, dit à ses religieuses ou à d'autres, il faut se faire pardonner l'aide que nous avons apportée aux pauvres. Il faut se faire pardonner. Et ça m'a introduit ça dans une espèce... Ça m'a laissé perplexe longtemps. Et plus récemment, je me disais, est-ce que ce n'est pas lié à l'ambiguïté de l'intervention sociale, notamment de l'intervention de service social ou de travail social, qui fait qu'il y a un aidant et il y a un aidé. Et il y a ça dans toute pratique professionnelle, d'ailleurs. Et l'aidant auquel on recourt, un peu par nécessité, nous confirme en quelque sorte qu'on a besoin d'aide. Et donc, qu'on est en situation comme d'infériorité. Et c'est ça que je voudrais essayer de clarifier un peu avec vous. À la limite, donc, on pourrait dire cela contredit la visée même de l'action de travail social auprès de personnes ou de groupes, puisque voulant les aider à mieux vivre, à être plus libres, plus maîtres de leur situation, on risque de les confirmer dans leur sentiment d'impuissance ou d'incapacité. Est-ce qu'on peut en sortir? Je pense que oui. Et j'ai l'audace de dire ça. Maintenant, il n'y a pas de pratique de travail social, mais j'ai une pratique d'enseignement qui dure depuis longtemps. Et je pense qu'il y a des rapprochements entre les deux. Je vais essayer d'analyser ça sous 2 angles. D'une part, celui inspiré de Colette Guillaumin, qui, analysant les rapports interethniques, mais aussi racistes, le racisme, dit au fond, il y a toujours dans toutes les sociétés un rapport entre le majeur et le mineur. Et quand on est du groupe des majeurs, au fond, on est à l'aise et on pense que notre façon d'être et de penser est la façon d'être et de penser. On a l'impression que les valeurs qu'on défend, c'est des valeurs universelles, que ce n'est pas nos intérêts qu'on défend, alors que ce sont souvent nos intérêts qu'on défend et nos biais et nos préjugés. On ne s'en rend pas compte. Le majoritaire ou le majeur ne s'en rend pas compte. Il est plein de bonne volonté et il veut aider. Je me suis retrouvé un jour, après le premier référendum à Toronto, auprès d'amis du Québec qui nous posaient simplement la question « What does Quebec want? » Et ils disaient « Mais au fond, vous avez exactement les mêmes droits que nous tous. Donc, qu'est-ce que c'est que vous voulez de plus? » Et je sentais que ce n'était pas par mauvaise volonté, c'est que quand on est dans ce groupe du majeur, celui qui détient le pouvoir, on ne se rend pas compte de ses intérêts particuliers, de ses biais, et on pense qu'on a le point de vue objectif. Alors que le point de vue des autres, et vous savez la blague qui dit à un moment donné, je vous le dis, mes propos sont objectifs. Non.
Donc, d'une part, au fond, le majeur a de la difficulté à reconnaître que l'autre est capable. Donc, il a de la difficulté à reconnaître aussi que c'est un individu qui est capable d'autonomie. Et parfois, on va les mettre tous en bloc, d'ailleurs, on va dire, tous les gens qui recourent aux services sociaux, c'est parce que c'est des ci ou des ça. Tous les gens qui sont des drogués, c'est... Alors qu'il y a une variété telle, et c'est le deuxième élément que je vais apporter à votre réflexion ou à la mienne, c'est que dans le rapport aidé, il y a à peu près toujours un jeu de classification. On dit lui ou elle, c'est un toxicomane. Lui ou elle, c'est un itinérant. Lui ou elle, puis... Oui, mais encore... Dans le monde de l'éducation, par exemple, on dit « Ah, c'est un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité ». Et quand on a dit ça, on pense qu'on l'a compris, alors qu'on n'a rien compris. On a un instrument qui peut peut-être nous aider à comprendre. Moi, j'ai vu un jour un tableau, je pensais que c'était une photo au début, d'une star américaine, dans une galerie d'art. Et tout à coup, je me suis rendu compte que non, c'était toutes des petites touches de peinture. Et j'étais effaré. Et on m'a dit, c'est un jeune qui a abandonné ses études qui a fait ça, parce qu'il était en déficit d'attention. Au fond, le déficit d'attention, c'est généralement parce que la concentration de l'attention sur un objet est trop grande. Donc, ce n'est pas un déficit, c'est une hyper-attention, en quelque sorte. Mais on le caractérise par la négative. Comme dit le psychologue César Midos, au fond, alors que classer ou faire un diagnostic devrait nous aider à penser, à un moment donné, c'est un peu comme si on ne pense plus, parce qu'on explique tout à partir de cela. Comme un médecin que j'ai connu, qui a interprété tous les éléments qui étaient étonnants dans le cas du diagnostic qu'il avait posé, en disant toujours « Ah, ça arrive parfois, ça arrive parfois ». Jusqu'à ce qu'un jour, et constatant que ça n'allait pas du tout, il a dû reprendre des examens pour se rendre compte que non, il avait fait vivre l'autre personne sous un faux diagnostic pendant 20 ans, et le nouveau diagnostic a fait que ça a été réglé en 4 jours. Donc, l'enfermement, d'une part, dans sa façon de voir le monde, et d'autre part, le jeu des classifications qui font que, classant, on enferme les gens et on leur refuse en quelque sorte l'individualité et l'unicité. Chaque itinérant est unique, il n'y en a pas deux pareils. Moi, j'ai découvert ça dans mon enfance, qu'il n'y a pas deux feuilles d'érable pareilles. Et je trouvais ça fabuleux. Et, il a fallu que j'attende 50 ans pour apprendre qu'il y a un seul et unique génome de l'humanité. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de race chez les humains. Et cependant, par milliards, à travers le temps et l'espace, chaque humain a un ADN rigoureusement unique. Et donc, chaque fois qu'on intervient, après des membres qu'on a classés quelque part, non, l'essentiel échappe. Il y a certains éléments communs, oui, mais il ne faut pas laisser échapper tout le reste. Oui, je pourrais développer plein de choses. Je pense à une autre expérience que j'avais eue, c'est en participant à un colloque où il y avait plein de gens de divers groupes. Il y a quelqu'un qui a pris la parole tout à coup pour dire « c'est tous le même combat ». Au fond, les travailleurs, les Noirs, les femmes, c'est tous le même combat. Puis c'est un Noir qui a dit « non, 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 on ne me la fera pas. On ne me la fera pas de nouveau. On me l'a fait assez souvent. » Les Noirs ont tous les mêmes droits aux États-Unis que les Blancs. La seule condition, c'est qu'ils deviennent blancs. Non, mais c'est précisément ça. Ils ne sont pas blancs. C'est justement ça. Et même chose pour tous les déviants que l'on pourrait imaginer. Oui. Je sais que beaucoup parmi vous, et on est tous comme ça, comme professionnels, on essaie parfois de se mettre du point de vue de l'autre. Or, le point de vue dépend de où nous avons les pieds et les fesses. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à la place d'eux, et donc je ne peux pas adopter le point de vue d'eux. Je peux faire un effort dans ma tête pour m'imaginer que si j'étais dans une situation un peu semblable, qu'est-ce que c'est que je verrais? Mais je me l'imagine, et c'est inaccessible.
Donc, pour avoir le point de vue des personnes qui viennent demander de l'aide, il faudrait être à leur place. Et on n'y est pas à leur place. Sauf que, et c'est là, je pense qu'il y a peut-être une possibilité de s'en sortir, c'est que derrière tout cela, je pense que, je vais revenir au monde de l'éducation que je connais le mieux, je pense que enseigner, c'est apprendre avec. Et du même coup, aider à apprendre. Mais je pense que l'enseignant qui n'apprend plus devrait abandonner l'enseignement. Je pense que le terrain commun, là où il peut y avoir une connivence et où on peut avancer ensemble dans une relative égalité, c'est-à-dire le faire de façon égalitaire, même s'il y a une inégalité. Parce que l'égalité, ça existe nulle part. Hein. C'est une utopie, c'est un rêve, c'est une visée. Et qui nous permet quand même d'affirmer l'égale dignité de tous les humains. Mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'on accorde une égale dignité à toutes les personnes qui nous approchent? Je pense que de façon analogue, je pense que même l'aidant en travail social a besoin aussi d'être aidé. Et je pense qu'il est effectivement aidé dans sa relation d'aide elle-même. Et donc, je pense que si on a cette conscience-là, je pense qu'à la fois, ça ne change rien et ça change tout. Et je pense que ça ne se joue pas, par exemple. On ne peut pas jouer à l'enseignant qui fait semblant d'apprendre, ça ne marche pas, ça ne passera pas. Mais je pense que, en tout cas, ça fait 61, je suis dans ma 61e année d'enseignement, et chaque fois qu'il y a une question, elle me déroute, la question, parce qu'elle est inattendue. Et ça m'oblige à repenser. Et ça me permet de me rendre compte que non, il y a certains éléments de ma pensée qui sont restés en friche. Et si je dure encore dans l'enseignement, c'est pas par devoir, c'est pas par vertu, c'est pas par rien de ça, c'est par plaisir. Bon. Et je pense qu'il y a quelque chose d'analogue dans... même si je n'ai pas pratiqué votre profession du tout, mais je pense que dans la relation d'aide, je pense que par le cheminement que les autres font, par les réticences qu'ils ont, ils rejoignent nos questionnements, nos réticences, et donc ils nous aident. Et si nous sommes conscients de ça, il y a quelque chose qui va être modifié dans le rapport. Moi, je sais que je le fais, puis c'est pas un truc, c'est... cette semaine, je rencontre toute une série de gens qui finissent leur maîtrise et ils ont un petit essai à faire à la fin de leur maîtrise professionnelle en enseignement au secondaire. Et je les rencontre 1 heure chacun. Et ils trouvent ça extraordinaire d'avoir l'occasion d'avoir tout le temps d'un prof pendant 1 heure. Je dis, écoutez, vous me faites plaisir. Moi, je ne fais pas ça par devoir ou par vertu, je fais ça par plaisir. Moi, je pense que ma vie a été menée beaucoup par le désir et le plaisir. Et c'est d'autant plus surprenant que dans mon enfance, le désir était toujours coupable, et le plaisir aussi, parce qu'il y avait des mauvais désirs et des mauvais plaisirs. Bon. Voilà les quelques éléments de réflexion dont je voulais vous faire part. Et s'ils sont impertinents, ben, vous les prenez comme des propos impertinents. Et si vous avez l'impression qu'il y a quelque pertinence, ben, vous en ferez ce que vous jugerez bon. Parce que ça, c'est un des mystères qui demeure pour moi après 60 années d'enseignement. Je ne sais jamais, et heureusement que je ne sais pas, ce qui se passe dans la tête de ceux qui m'entendent. Merci.